Bien. Donc le crime nataliste. Faire naître pour exploiter les corps des animaux, puis pour les assassiner par millions, nécessite une industrie méthodique de production de victimes. Si la tuerie des abattoirs est la phase finale des violences, les animaux de bouche subissent des violences avant même leur naissance. Cet esclavagisme initial occasionne une perpétuité dans le zoocide qu'il faut de toute urgence comprendre pour pouvoir la combattre et l'abolir législativement. Saisir la globalité du système de l'hécatombe que constitue l'élevage permet d'ouvrir des chantiers de lutte politique, de nommer les persécuteurs et de découvrir des pratiques mondialisées abominables encore ignorées par l'ensemble de la société civile humaine. Les victimes, elles ne les ignorent pas et agonisent en attendant que nous combattions les racines du problème et non seulement les conséquences. Voyons ensemble comment nous allons pouvoir arrêter de faire naître des meurtres en devenir. Pour préparer cette soirée, j'ai regardé la définition du mot élevage dans l'Encyclopédia Universalis et de façon logique, mais néanmoins étonnante, les 3/4 de la définition concernent les naissances, autrement appelée la production dans le jargon spéciste. Donc l'élevage, la définition, c'est la production et l'entretien des animaux domestiques ou utiles. Alors en fait, tout serait dit si notre système collectif de pensée n'était pas décadent et perverti. Normalement, la présentation devrait s'arrêter là. Le fait de produire des personnes, éthiquement, suffit à être un scandale pour qu'on ne l'accepte pas. Donc, dans le chapitre élevage de l'Encyclopédia Universalis, tout est consacré aux méthodes pour produire des naissances, agrandir le troupeau, améliorer le rendement. Des individus qui correspondent aux critères de l'ogre humanocrate et qui doivent être produits toujours plus nombreux. La production des éleveurs, c'est la reproduction des personnes dont ils se sont appropriés l'existence et le privilège tel des esclavagistes légaux. C'est parce que des industriels de la reproduction de victimes à la fin du XIXe siècle ont réussi à booster le nombre de esclaves que l'offre en morceaux de corps assassinés a augmenté. La propagande libérale publicitaire a agi de concert pour créer de faux besoins alimentaires. C'est la production de charniers et la propagande pour son nécessaire avalement qui forgent l'acte d'achat de la société civile humaine. Voilà pourquoi l'approche végane constitue une sorte de supercherie quand elle se prend pour de la lutte. Elle inverse cause et conséquence. Se voile la face, aveuglé par le fond de l'assiette, étant incapable de voir autre chose que son régime alimentaire, abstinent. Le terme vegan lui-même invisibilise ceux, celles, dont il devrait être toujours question, toujours absent du lexique, effacé de l'androlecte, pour être effacé tout court par l'éloignement du regard, caché dans les prisons appelées cages, invisibilisé dans les blocages de fer, hangars et abattoirs, assassiné, morcelé, emballé, cuit, mastiqué, avalé et déféqué. Le corps d'un seul cochon se retrouvera alors dans des milliers de corps. Le corps d'un seul cochon se retrouvera en carburant pour voiture, bonbons ou engrais. La pulvérisation d'un seul corps sera éclatée aux 4 coins du monde. Carnisme est aussi contestable car la victime n'apparaît pas. C'est le terme zoophagie qui devrait être employé. Et c'est le système qui détruit des vivants pour produire des morts qui devrait être la cible centrale du combat de justice animaliste. La structure de la domination humanimale est le mal nommé élevage, qui fait figure sur le plan historique du père de tous les esclavages et sur le nombre d'esclaves dépasse tous les records de victimes, n'exploiter puis tuer. L'élevage n'élève personne. L'élevage produit du génocide en faisant naître les esclaves pour les exterminer. Aussi, nous ne pouvons appeler décemment lutter
contre cette épouvante éthique, ce crime de civilisation, sans dénommer l'élevage, dans un mot qui nomme le réel de sa pratique criminelle, le permagénocide, la nextermination, le holocauste, le permazoocide, la Shoah éternelle, le corps usine à corps. Les nexterminateurs sont les multinationales organisées en filières et Treblinka est coté en bourse. Voyons donc comment les capos détruisent l'intégrité physique et morale de milliards d'êtres émotionnels et transforment leurs crimes en valeurs marchandes pour s'enrichir d'argent et de pouvoir symbolique. Voyons comment la fin du monde est le moyen de l'enrichissement d'une poignée de tortionnaires phalliques et cravatés. Donc tout le long de l'exposition, je vais employer un lexique qui est inventé. La condition animale possède des caractéristiques. Il n'y a pas d'exemple dans les persécutions chez l'animal humain. Donc quand une lutte se fait jour, quand une lutte se conscientise, elle va avec un lexique nouveau. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir de nommer. Donc une extermination, les N qui vont être souvent employés en suffixe, sont le N de la naissance. Voilà, c'est né pour être tué. Comment le système a mis en place cet effroi? Avant toute chose, il l'a boosté par ce qu'on appelle l'eugénisme. L'eugénisme est une pratique humaine de l'humanimal qui a un héritage américano-nazi. Les centres agricoles travaillant sur l'eugénisme ont fourni une grande partie du personnel envoyé dans les camps de la mort, comme nous le raconte très bien le livre fondamental pour notre lutte, qui s'appelle Un éternel Treblinka. L'eugénisme, c'est l'interventionnisme selon des critères utilitaristes humains sur les gènes. Eugénisme, c'est la sélection de la bonne naissance, étymologiquement. Ah, ce sont de la bonne naissance étymologiquement, évidemment, la bonne naissance pour qui? Le pouvoir est dans celui qui énonce, n'est-ce pas? Eh bien, pas pour les êtres conscients agents de la naissance, mais pour les oppresseurs humains, cannibales de leur chair meurtrie. Les non sélectionnés sont exterminés et leur diversité, composée d'ensemble d'individus uniques, disparue à jamais. Seuls les sélectionnés ont droit à un sursis, une vie de torture, ce sont les élus, la race pure, selon Monsieur l'Humain. La race productive est une espèce dégénérée. C'est ce que j'espère que l'exposé qui va suivre va permettre de comprendre, et c'est fondamental. La pratique lambda de l'élevage se nomme génotypage, notre façon de nommer l'eugénisme. Donc le génotypage, ça consiste à sélectionner les espèces, à intervenir dans l'hérédité pour produire donc les animaux rentables pour le commerce de l'élevage. Et les critères humanocrates sont, pour l'essentiel, la prolificité des femelles, le géantisme des bébés, la laitiérisation des vaches, la capacité des poules à faire beaucoup d'œufs et la capacité d'engraissement. Donc, voilà par exemple une publicité pour une société de génotypage. Ça, c'est la pratique courante de l'élevage. Voilà, on prélève un cartilage sur l'oreille d'un petit veau pour savoir quelle valeur il a selon le esclavagiste. Voilà très concrètement ce que ça donne, beaucoup de bébés mort-nés. Et évidemment, quand on est dans le premier critère du génotypage qui est la taille des bébés, eh bien ça donne un nombre de césariennes
exponentielle puisque les bébés sont trop grands pour sortir par voie naturelle. Donc, on les sort par césarienne, c'est de plus en plus fréquent, sans anesthésie bientôt. Donc voilà la réalité de la césarienne, il faut juste savoir de quoi il s'agit. Donc évidemment, quand on est hors critères humains et quand on s'intéresse à ce que ça occasionne pour eux, on est immédiatement dans ce qui correspond à de la souffrance. 3 mois, 3 semaines et 3 jours plus tard, les porcelets naissent. Tous les mêmes? Oui, par le miracle des injections d'oestrogène, ainsi que les piqûres d'ocytocine, grâce auxquelles les contractions et les montées de lait se déclenchent comme par magie. Pour ne pas freiner la cadence, on leur donne une bonne dose de spasmolytiques et de vasoconstricteurs, mais cela ne dispense pas de la fouille, car désormais, les portées comptent 18 à 19 porcelets. 19 porcelets, mais une truie n'a que 10 tétines. Bien heureusement, le génie génétique est passé par là, et la femelle en aligne fièrement entre 14 et 16. Pour s'assurer que les précieuses tétines ne s'infectent pas, on donne préventivement aux truies une bonne dose d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires. Pas le temps à perdre avec les mammites, inflammation des mamelles. Voilà, cette citation est tirée du livre noir de l'agriculture d'Isabelle Saporta. La programmation génétique à l'engraissement des esclaves de chair donc, a été inventée par un organisme d'État, l'INRA. En fait, donc, le directeur de l'INRA répond à la question du journaliste: on ne peut pas envisager d'agir sur le système nerveux lui-même de l'animal? Réponse: si, bien sûr. Un de nos chercheurs a trouvé un centre qui limite l'appétit, le centre de la satiété. Et en le détruisant, on crée des animaux qui mangent sans arrêt. Des animaux boulimiques, hyperphagiques, comme vous voulez. Donc, actuellement, tous les animaux d'élevage ont eu cette modification génétique. 1970, maintenant, c'est une pratique courante. Quand il y a un bénéfice pour les esclavagistes à le faire, ils le font. Les poules, la quasi-totalité des poules élevées dans les pays industrialisés sont des hybrides provenant des firmes de sélection génétique. De quoi s'agit-il? L'hybridation consiste à croiser des animaux de différentes races ou lignées consanguines. En combinant leurs caractères, on amplifie certaines de leurs capacités. Par exemple, la croissance de la chair. Cette technique est aussi utilisée sur les végétaux, afin d'augmenter la productivité des semences. L'hybridation est à la base du phénomène naturel. Elle est le principal mécanisme de la biodiversité parce qu'elle crée à chaque génération une collection d'individus nouveaux, tous différents les uns des autres, ainsi que de ceux des générations précédentes ou suivantes. C'est la base de l'évolution du monde vivant, sans laquelle les plantes et les animaux supérieurs n'existeraient pas. Dans l'agroalimentaire, l'hybridation contribue au contraire à un appauvrissement du vivant. Seuls certains caractères génétiques sont recherchés en fonction de critères économiques. Le but n'est pas la création de petits groupes très variés, mais au contraire la production de masse de marchandises standardisées. On estime qu'en croisant sur 3 générations 40 individus de race, les laboratoires de sélection génétique peuvent fournir 3 000 millions de poules hybrides. En se reproduisant, ces dernières donnent à leur tour 400 millions de poules d'élevage, quasiment des sosies. L'hybridation a largement contribué à augmenter la productivité et à réduire les coûts. En 1960, il fallait 100 jours pour produire un poulet de 2 kg. Aujourd'hui, une quarantaine de jours suffisent. Mais cette amélioration constante du rendement a aussi eu pour effet de mettre sur la touche les races fermières, dites fermières, mises sous pression par la baisse des prix de production. Des paysans ont dû les abandonner perdant du même coup la maîtrise du patrimoine génétique. Secret commercial oblige, la diversité génétique des poules des souches de poules industrielles n'est pas connue avec précision. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, suppose que la quasi-totalité des lignées commerciales de poules se base sur 4 races. Selon la FAO toujours, les races d'élevage, tous animaux confondus, disparaissent au rythme d'une par mois, sur un total de 8000 encore existantes. Nombre de chercheurs estiment que cette homogénéité croissante est un risque majeur pour la sécurité de l'approvisionnement, car elle favorise la propagation de maladies.
encore un esclave d'engraissement. Donc ils sont connus, hein, c'est les taureaux, les bleus blancs belges, pardon. Voilà, donc là, c'est des modifications génétiques qui créent ça, hein. Ce n'est pas qu'une histoire de nourriture. Sur les poulets, donc, c'est édifiant. Voilà. Le boost de l'eugénisme industriel, c'est les années 60. Hein. Donc on en est à ce rapport de taille. Donc ça, c'est la laitiarisation donc, des vaches, qui crée des animaux mutants. Fierté des esclavagistes. Il y a des prix pour les meilleurs esclaves. Laitiarisation de toutes les espèces laitières, évidemment. Et évidemment, pour les premières concernées, ça occasionne, selon leurs critères à elles, des gros problèmes. Donc ça, c'est les mammites, une infection extrêmement courante dans l'élevage. Hein. Quand on utilise des corps comme des machines, ça crée une inflammation des mamelles. Et pour les vaches laitières, une fois qu'elles ont été mutantisées, laitiarisées, eh bien, elles en développent de façon concomitante une grande fragilité osseuse. Donc le grand écart des vaches est quelque chose de très fréquent dans l'élevage. La propagande esclavagiste ne s'en vante pas, mais la scène, cette photo-là, est un cas extrêmement fréquent. Donc elle se brise les hanches, hein, on peut imaginer le niveau de souffrance. Les sélections sont essentiellement sur les critères que je vous ai énumérés, mais on peut également parler donc, de la modification pour l'allongement des poils des lapins. Actuellement, l'association L214 vient de déposer une plainte auprès de l'INRA justement pour ça, c'est-à-dire que l'INRA s'est occupé de faire ces modifications-là pour rallonger les poils de lapin. Or, c'est pour l'industrie du luxe, donc a priori pas pour le bénéfice de la société civile en général. Et ils contredisent aux articles de loi sur UBS, mais néanmoins présents sur le bien-être animal. Et les dernières enquêtes L214 sur cet aspect-là inquiètent enfin l'organisme d'État tortionnaire. Mais donc on a aussi des vaches sans cornes, hein, en modification génétique, des pies, les pies des vaches adaptées à la longueur des trieuses, des poules sans plumes, etc. Il faut savoir que là, pour le coup, c'est absolument sans limite, hein, dans l'imagination et dans les soi-disant nécessités des éleveurs. Autre aspect de l'eugénisme, ce sont les AGM. Quand le monde s'indigne à juste titre sur les pratiques d'une science sans conscience des organismes génétiquement modifiés, les OGM, voilà-t-il pas que sous le terme organisme s'amalgame le règne végétal et animal que nous sommes tous. De la même façon que l'on nomme communément agriculture, ce que l'on nomme agriculture amalgame la végéculture et la extermination perpétuelle d'un peuple. L'appellation OGM a réussi le tour de force d'invisibiliser les AGM, les animaux génétiquement mutantisés. Comment ne pas considérer les pratiques massives mondialisées du génotypage, clonage et autres délires transgéniques du manocrate Frankenstein comme une monstruosité de notre civilisation. AGM, animaux génétiquement mutantisés. Les lapins fluorescents, une production de l'INRA. De ce côté-là, tout vient à peu près de l'INRA. Hein. Cochon fluorescent. Alors, dans les OGM animaux et les OGM végétaux, il y a un certain nombre de problèmes parce que certains, tout dépend du type d'OGM qu'on a et du but qu'on recherche. Par exemple, dans les saumons transgéniques, ce sont des saumons dont le génome a été modifié grâce à l'apport d'un gène qui leur permet de croître 2 à 3 fois plus vite qu'un saumon ordinaire. Alors évidemment, dans les fermes aquacoles, c'est très pratique parce que ça permet de produire du saumon en grande quantité et assez vite.
Mais on a remarqué en même temps que les fermes aquacoles, elles étaient jamais bien hermétiques et que des saumons transgéniques pouvaient quitter ces fermes-là, se retrouver dans les fjords, et à ce moment-là, ça pose un problème parce qu'ils peuvent évidemment disséminer cette propriété en se croisant avec d'autres saumons, et on ne peut pas savoir à l'avance si ça va pas être ravageur pour la faune et la flore. Comme risque, on peut imaginer que des saumons transgéniques se croisant avec des saumons sauvages transfèrent à l'ensemble de la population des saumons sauvages cette capacité de grandir de façon accélérée, et par conséquent, on serait confronté à des populations un peu ravageuses du point de vue environnemental. Donc ça pose un problème écologique, et donc on ne peut pas se permettre, sans avoir fait des études préalables d'impact sur l'environnement, de mettre des OGM en circulation. Par ailleurs, il faut bien se dire aussi autre chose, c'est que ça pose un autre type de problème, les saumons transgéniques, c'est que de toute façon, il faut les nourrir. Pour les nourrir, on va leur donner de l'alimentation, en particulier de l'alimentation animale, ou du soja, comme pour le bétail. Donc, finalement, ça fait un produit de qualité contestable. Et puis, il faut faire le bilan, aussi le bilan en carbone de ce type de produit. Autrement dit, au-delà des problèmes écologiques qui sont posés, ça pose aussi également un problème économique en termes de perspective d'économie durable. Donc, comme pour les végétaux, hein, ils ont lancé l'affaire dans une inconscience totale. Il faut savoir que de tout temps, on a accusé les animaux libres d'être nuisibles aux animaux esclaves. Et dans le cas des AGM, alors là c'est édifiant, c'est-à-dire qu'en fait ces monstres créés en fait mangent la nourriture des saumons non modifiés et libres. Donc actuellement les vaches sont génétiquement modifiées aussi, hein, ça y est, c'est lancé, hein, ça commence avec les saumons. Là actuellement tous les animaux d'élevage commencent à être génétiquement modifiés, c'est les pratiques en cours, industriellement, c'est pas du fantasme. Il faut savoir qu'actuellement le monde de l'élevage est en ébullition, surexcité, parce qu'il y a un outil qui est sorti depuis quelques années maintenant, qui s'appelle CRISPR-C9. Et toute l'attention du monde de l'élevage est là-dessus. Dans les années 60, quand l'INRA a découvert les pratiques du génotypage et a vu comment on pouvait sélectionner les espèces pour les rendre productives pour leur marché de mort, il y a eu une ébullition et qui est actée, ô combien actée de nos jours. Eh bien, moi je prétends qu'en ce moment, ce qui est en train de se passer avec le CRISPR-C9 correspond à un saut dans l'abominable contemporain. C'est pour ça qu'ils se foutent complètement de nos gesticulations. Ils sont déjà, eux, dans des pratiques qui n'ont pas de législation pour les empêcher. Et le CRISPR-C9, donc, qui correspond à la découpe d'un gène qu'ils ont réussi à faire en agissant sur l'hérédité, en sélectionnant les races, etc. Là, ils auront besoin d'une seule naissance pour le faire. C'est-à-dire qu'ils vont agir sur le gène et l'être naissant sera immédiatement le produit de l'imagination. Et c'est explosif comme pratique dans le monde entier. Les fermes de 40 000 vaches en Chine, etc., sont sur cette méthode-là. Voilà. Donc c'est très technique pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Donc je vous remets une deuxième vidéo. Et si la manipulation génétique permettait de ressusciter les mammouths, d'éradiquer des maladies héréditaires et même de vaincre des virus mortels? Eh bien tout cela, c'est possible grâce à une enzyme non barbare, CRISPR-Cas9, une sorte de paire de ciseaux génétiques capable de couper dans l'ADN. Et oui, CRISPR-Cas9 peut identifier et modifier un gène déficient. Vous êtes largué? C'est normal. On reprend au début. L'ADN est présent au cœur de toutes les cellules.
C'est un très long brin sur lequel figurent tous les gènes, codés avec des séquences de lettres A, T, G et C. C'est-à-dire toutes les caractéristiques d'un individu, comme sa couleur de cheveux, sa couleur de peau ou celle de ses yeux. Mais comment CRISPR-Cas9 repère-t-elle ce qu'elle doit modifier ? Elle dispose pour cela d'un ARN, un petit peu comme de l'ADN, mais avec un seul brin qui lui permet de s'agripper à l'ADN. Les chercheurs n'ont ainsi qu'à injecter l'enzyme avec le gène modifié, et CRISPR-Cas9 va ensuite aller s'insérer dans l'ADN. Puis elle coupe autour du gène ciblé, et l'ADN se régénère alors seul, mais avec le gène modifié. Et voilà comment on peut ressusciter un mammouth, éradiquer des maladies héréditaires et vaincre des virus mortels. Et CRISPR-Cas9 permet même plein d'autres choses, comme de choisir plusieurs zones où intervenir, ou de multiplier les coupes dans le brin d'ADN. En bonus, cette méthode n'est même pas coûteuse et se révèle accessible à des étudiants en master. Reste à apprendre à maîtriser les effets secondaires de CRISPR-Cas9 et à réfléchir à l'éthique de cette méthode, comme de savoir si l'homme a le droit de modifier ainsi la nature ou de créer des êtres humains génétiquement perfectionnés. Donc, l'évaluation éthique, c'est accessoire, bien sûr, tant qu'on peut le faire. Alors, je voudrais revenir sur 2 points qui est dit dans ce descriptif. J'ai assisté à une conférence d'un scientiste de l'INRA venu expliquer la bonne nouvelle de ce nouveau savoir-faire scientifique. Et figurez-vous qu'ils ont anticipé nos combats. Donc c'est là où je vous demande beaucoup d'attention parce qu'il va falloir anticiper leur anticipation. Ils sont passés pour organiser leur soirée par des mouvements écolos, les Amis de la Terre. Et ils sont en train de vendre ce procédé comme étant la réponse à la souffrance animale. De tout temps, ils ont utilisé une propagande pour accompagner les pratiques, pour la rendre bien sûr une bonne nouvelle. En sachant que actuellement toutes les pratiques eugénistes déjà hésitées agissent contre les animaux eux-mêmes et augmentent leur souffrance. On peut appeler ça la 3e domestication du système humaniste totalitaire, qui est la découpe des gènes pour produire absolument ce qu'on veut. Donc aidez ceux qui sont intéressés par cet aspect des choses, faites des recherches, visibilisez-le. Parce que là, ils ont plusieurs années d'avance sur nous et ils essayent de le vendre comme une chose positive. Autre pratique eugéniste, le clonage. Alors, sur le clonage, il faut savoir que l'Europe est une exception mondiale. Le clonage est mondialement pratiqué, couramment pratiqué. Industrialisé. À Rungis se vend de la viande clonée. Sauf qu'au niveau mondial, l'Europe fait figure d'exception. C'est le continent où il y a le moins ces pratiques-là. Mais toutes les États-Unis, l'Amérique latine, l'industrie de l'élevage est synonyme de clonage. Donc c'est la persécution génétique qui devient... Voilà, ça c'est la technique pour la pratique du clonage, connue avec l'exemple de Dolly. La persécution génétique devient l'ultime violence effectuée sur des êtres émotionnels dont l'intrusion corporelle, le viol fondamental, consiste à pulvériser le socle de la dignité. L'unicité irréductible de l'être est anéantie par la naissance moribonde d'un animal cloné. Le niveau de violence exercée contre les esclaves additionne les camps de séquestration, aux cages étroites
et jusqu'au corps lui-même, corps prison, prison-corps. Faut-il rappeler que Dolly, la première brebis clonée, n'a pas survécu et qu'elle est morte dans d'atroces souffrances. Faut-il dire que le clonage fait naître des bébés à l'ADN sénile. C'est ça qu'il faut comprendre du clonage. C'est-à-dire que visuellement, il n'y a pas grand-chose à montrer. C'est pas aussi spectaculairement atroce comme les abattoirs. Mais le corps, le bébé naît avec un ADN ancien. Donc évidemment, logiquement, l'existence qui se poursuit, voilà, c'est comme si c'était un vieillard qui avait une forme de bébé, en fait. L'existence qui se poursuit pose des tas de problèmes physiques et des tas de souffrances. Que des millions de tonnes de chair d'animaux clonés, assassinés, sont vendus donc, au marché du génocide de Rungis, et d'ailleurs. Alors, pas de demande, pas d'offre, disent certains, alors qu'il y a une offre sans demande, bien sûr, puisque la viande clonée ou transgénique n'est pas une demande, et elle prolifère. Le clonage humain est une offense à la dignité humaine, mais par contre, quand il s'agit des animaux, bien sûr, des zoonimaux, hein, le clonage reproductif est un crime contre l'espèce, mais les lobbies à l'ère de la mondialisation outrepassent en toute impunité cette déclaration qui n'est que le principe. La pratique du clonage génère des fausses couches, des malformations et des morts prématurées. Les chiffres du clonage, c'est 15 embryons fabriqués, 3 naissances viables. Donc, les élevages du monde sont remplis de milliers de tonnes de fœtus, d'animaux morts-nés. Procréation, reproduction, programmation et même reproduction du clonage. C'est une perturbation épigénétique créant des morts-nés ou des animaux malades. C'est ça le clonage. Les femelles sont bien sûr les supra-cobayes, des moules à gestation sur pattes. L'import-export sans réglementation ni autorisation, ni autorisé ni interdit, donc pratiqué par les multinationales. Les pratiques eugénistes mondialisées le sont dans une juridiction nationale qui échappe à la toute-puissance des lois. Bruxelles crée un vide juridique en guise de tapis rouge au commerce eugéniste. Le clonage est une boucherie et les mères vivent la torture d'un marathon gestatif. L'eugénisme produit des êtres morts-nés ou des êtres malades. Le clonage est une boucherie de naissance, une boucherie de mort et une boucherie de vie. Si l'abattoir est un purgatoire où le sang gicle, le tri génétique est une prison de corps souffrants. Voilà, c'est difficile à restituer puisqu'on voit bien qu'à l'œil nu, c'est pas criant d'épouvante. Enfin, autre point, une autre dimension du crime nataliste, le sexage. Alors le sexage, c'est l'acte fondateur de la domination masculine, hein, qui est de hiérarchiser les sexes par l'anatomie. Les animaux d'élevage sont tous soumis à un apartheid sexiste. De plusieurs façons. D'abord par la séparation des mâles et des femelles, comme nous le montre l'industrie des œufs, où ce sont donc les mâles qui sont assassinés, les bébés mâles assassinés, l'industrie du foie gras, où ce sont les bébés femelles assassinés. Et donc quand le sexe n'est pas utile, on l'assassine, et sinon, toute l'industrie d'élevage, c'est-à-dire que tous les animaux, dits de bouche, dits de rente, vivent les uns, le sexe mâle et femelle, séparément. Donc faisons une analogie humaine et voyons ce que ça peut donner. C'est une souffrance qui leur est faite, qui est peu mentionnée, mais pas des moindres. Avec les entreprises qui correspondent à ces pratiques. Voilà, donc il faut reconnaître le sexe des animaux. Ça, c'est des gestes courants des esclavagistes. Et autre dimension du sexage, le sexisage, autrement appelé castration, hein, une autre façon de réguler l'éjaculat, c'est évidemment tout simplement la mutilation, donc pratique courante de l'élevage, quotidienne, hein, et mondiale. Et voilà les entreprises de semences sexées qui font leur promotion. Ils ont leur dossier, leurs études.
les semences sexées offrent beaucoup de possibilités. Voilà, donc, comme pour les végétaux, la extermination animale, et maintenant rentre dans une logique de mondialisation et de division du travail, et donc la filière du Holocauste, en fait, a différentes catégories professionnelles qui sont scindées, et notamment il y a des entreprises qui ne font que ça, qui ne font que du sexage. Je voulais vous montrer des vidéos, mais c'est un peu laborieux, par exemple il y a des annonces Pôle emploi pour des sexeurs, hein, voilà, des inséminateurs, etc. Donc autre aspect incontournable de l'industrie de l'extermination, c'est bien sûr l'industrie du viol procréatif. Alors je voudrais juste faire une aparté sur le lexique. Certains contestent que ce terme-là soit employé concernant les zoonimaux. Personne n'a le monopole du lexique, des significations des mots de la langue. Donc le viol, il a une définition. Hein. Tout acte de pénétration par contrainte, menace ou surprise. Donc ce qu'on appelle, ce que le langage propagandiste des esclavagistes appelle insémination artificielle, c'est du viol. C'est indiscutable, c'est factuel. Priver les animaux de ce terme-là, c'est contribuer à les oppresser. Donc il n'y a absolument aucune pudeur à avoir. Les animaux d'élevage, ils sont bien violés. Dans une perversion décomplexée, ça rentre comme dans du beurre. Hein. Donc à chaque fois, il y a toujours une propagande. Laisse-toi faire ma belle, ça va aller. J'aimerais bien t'y voir. Donc voilà, humour spéciste. Voilà, donc encore une fois, il n'y a aucune cohérence avec les textes juridiques, puisqu'en fait la zoophilie est, dans les textes de loi en tout cas, condamnée, en tout cas en France, la zoocommunauté. Par contre, quand c'est dans le cadre de l'élevage, eh bien, il n'en est plus question. Dans la juridiction animale, pourtant, toute pénétration anale, toute catégorie d'animaux confondus, est taxée d'acte de cruauté. Donc tous les inséminateurs sont bien des criminels selon la loi, puisque l'inséminateur insère son bras dans les intestins de la vache. Mais là encore, on n'est pas à une absurdité près. Voilà l'acte courant de base de l'élevage. L'inséminateur, donc le violeur professionnel, insère son bras dans l'anus pour orienter l'utérus de la vache pour que sa baguette à sperme, voilà, rentre bien où il faut. Voilà. Ça, c'est l'élevage. Évidemment sur toutes les femelles. Et encore une fois, là par exemple, vous voyez, c'est dans un espace où ils ne font que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne font que violer des brebis. Donc ils ont mécanisé pour rendre ça plus rapide. Donc c'est bien méthodique. Donc le viol des mâles reproducteurs pour récolter ce qu'ils appellent l'éjaculat, donc la fameuse semence. Vous voyez là, c'est fait sur un animal qui a été modifié génétiquement pour créer ces muscles-là, qui cumulent les oppressions bien évidemment. Routine de l'élevage. Donc notre rôle, évidemment, c'est de réintituler les choses. Il s'agit bien de zoocriminalité. Les taureliers sont des proxénètes. Et l'élevage, c'est bien l'industrie du viol. Les inséminateurs sont des violeurs. Il y a un reproducteur qui est célèbre qui s'appelle Joko Bene, à lui seul qui a inséminé donc plus de 100 millions de vaches. Il n'en a vu aucune de sa vie. C'est le père de 100 000 enfants. Il faut absolument que vous regardiez le documentaire qui s'appelle « Et l'homme créa la vache », où tout ceci qui est accessible sur Internet, où tout ceci est bien exposé. Moi, j'ai jamais assisté à autant d'horreur que dans ce documentaire. Donc les mâles sont certifiés sous critères génétiques. La consanguinité crée d'immenses problèmes sanitaires. 4 taureaux pour les vaches laitières en France, par exemple. 4 taureaux en France pour les vaches laitières. Une perte de la diversité génétique, c'est une augmentation des maladies. Et donc, qui dit augmentation des maladies, dit maltraitance supplémentaire, antibiotiques, vaccins, vermifuges.
etc. Une fois que le viol est accompli, eh bien c'est l'étape des gestations pour les femelles. Des millions de gestations forcées inondent les abattoirs chaque jour. Donc c'est une vie de grossesse obligatoire pour toutes les femelles des élevages. Le corps persécuté est appréhendé comme une machine à procréer. L'élevage, on pourrait dire, si on pourrait le définir autrement, c'est le corps usine et une usine à corps. Enfermé, incapable de bouger, voici sa vie. 100% cruel, 100% légal. Ce sont ce qu'on appelle en élevage les cages de naissage, qui sont un autre espace que les hangars à viol. Voilà les cages de naissage. Donc on a l'équivalent évidemment pour les poules avec leurs œufs. Et oui, quand le corps est pris comme une usine, ça donne ça. Ça donne ça pour les mammifères, extrêmement fréquent dans l'élevage, et ça on l'ignore, on nous le cache bien. Une vache enchaîne les grossesses, enchaîne les gestations, et ça c'est tout simplement l'utérus qui sort. Il y avait des animalistes qui allaient enquêter sur ce genre de choses. Ça serait super pour que l'opinion publique dans son ensemble sache de quoi il s'agit. Je me rappelle que quand on s'écorche, quand on se coupe, ça fait mal. Faisons un effort pour ne jamais oublier l'aspect, toutes les souffrances qu'on leur inflige et qui sont permanentes sur chacune de leurs pratiques qui leur est faite. Après les gestations arrivent immédiatement le désenfantement des animaux-machines ou des machines animales. Donc voilà, l'analogie est toujours un très bon outil de lutin pour nous remettre les pendules à l'heure. Voilà ce que ce serait si on faisait ça à l'humain-animal humaine, l'humain-animal femme. J'ai sélectionné cette slogan que je trouve extrêmement juste dans une manifestation animaliste. We are not pro-life, we are pro-forced reproduction. On n'est pas pro-vie, on est contre la reproduction forcée. Le désenfantement, donc pour les humains qui l'ont vécu, on sait à quel point c'est douloureux. Eh bien, pour toutes les femelles, c'est systématique. Immédiatement derrière, il y a un marché, bien sûr, le marché de l'allaitement des bébés, à qui on a retiré le lait de leur mère. Pour les esclaves de l'élevage, naissance égale souffrance. Voilà, ce sont des cages à veaux. Il faut savoir que une pratique, un comportement observé dans l'élevage très courant, c'est que les bébés veaux têtent les doigts de leur bourreau. L'instinct de succion est très fort. Et ils cherchent partout de quoi sucer quelque chose, les doigts des éleveurs, les tiges en fer, etc. Qui va avec, bien sûr, les anneaux anti-tétés. C'est-à-dire que quand on ne les sépare pas de leur mère, plutôt que de les cloisonner dans des espaces différents, de les séparer, on les laisse à côté l'un de l'autre, ça fait moins de frais, et puis on leur met un anneau dans le nez, comme ça, en s'approchant des tétines, ils font mal à leur maman. Niveau de perversion assez visé quand même. Et ils ne peuvent pas atteindre évidemment la tétine. Encore une fois l'analogie. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Toujours, de façon on bien de la propagande qui va avec. Tout va très bien dans le meilleur des mondes. Que fait Valérie? La mise bas est un moment très important dans le monde de l'élevage. Je m'assure que tout se passe bien pour les porcelets et que pour la truie. J'ai même installé des lampes chauffantes pour que les porcelets se tiennent au chaud. Voilà. Inversion. L'élevage se vend toujours comme étant acteur du bien-être animal. Toujours. La réalité, évidemment pour tous les bébés de l'élevage, désenfantés. Vous savez, pour ce qui concerne les truies, quand les bébés naissent, en fait, ils sont répartis arbitrairement dans les droites à gauche et à droite. C'est-à-dire que les peu de jours où on les laisse téter leur mère en cage, en fait, c'est pas forcément leur mère.
un aspect du problème, la pédophagie. C'est-à-dire qu'en fait, le système humanocrate mange beaucoup de bébés. Et alors là, on atteint des sommets. Évidemment, c'est l'histoire des fers maçons. En fait, c'est des juments gestantes assassinées pour synchroniser les chaleurs détruites, ou comment produire un équicide pour produire un autre génocide. Donc c'est le génocide au carré. On prélève un produit à 3 mois et demi, si ma mémoire est bonne, de gestation chez des juments, pour pouvoir synchroniser les gestations d'autres animaux d'élevage, puisqu'évidemment, c'est mieux pour le rendement si tout se passe de façon ordonnée dans le temps. On arrive aux responsables. Qui sont les responsables de tout ça? Alors, on est tous co-responsables, bien évidemment. Néanmoins, il y a des degrés de responsabilité, de culpabilité qui sont extrêmement importants. Le problème, à mon sens, de la lutte actuelle que nous menons, c'est qu'on surresponsabilise l'acheteur de meurtre au détriment des producteurs de meurtre. On peut faire une analogie avec d'autres luttes. Par exemple, dans la lutte contre l'esclavage sexuel, longtemps on a mis le focus sur la personne contrainte de vendre son viol et sur celui qui en faisait profit, le proxénète. Et on avait oublié un troisième acteur du système de souffrance, qui était l'acheteur de viol. Eh bien, dans le milieu animaliste, on a le défaut inverse. On surresponsabilise l'acheteur et on oublie les proxénètes de la viande. C'est-à-dire ceux qui s'enrichissent par milliards par cette industrie-là. Et il est évident, si on est de bonne foi, qu'il n'y a pas de comparaison possible en termes de responsabilité entre ces protagonistes-là, qui sont très peu nombreux, et la société civile qui va acheter l'animal réifié. Premier acteur, l'INRA, encore l'INRA, toujours l'INRA. L'INRA est une exception mondiale. Nous avons en ce sens une responsabilité citoyenne en France pour le visibiliser. C'est l'organisme d'État le plus... Aucun État n'a donné autant de pouvoir à un organisme, l'Institut national de recherche agronomique en France, qui orchestre tout ce dont je viens de parler depuis le début. Pour revenir sur le problème de l'axe qui est grosso modo employé actuellement dans la lutte, je voudrais pointer du doigt l'absurdité du mot d'ordre go vegan. Dire go vegan, c'est dire à quelqu'un d'autre deviens passif, hein, donc c'est en soi très, très problématique, puisque le véganisme c'est que de la passivité, on s'abstient de manger du meurtre. Mais pendant que, mais de toute façon, c'est forcément aussi à côté de la plaque. J'explique pourquoi. Parce que nos impôts, à tous, financent le génocide, puisqu'ils financent l'INRA. Donc en fait, nos impôts financent la production des naissances. Donc quand on comprend en quoi consiste l'élevage, à savoir un système clos, voilà, un système clos, et qu'on repère le fonctionnement, les étapes et les structures hégémoniques, je suis sûre qu'on gagne en efficacité et en pertinence d'action de lutte. Donc l'INRA, au service des lobbies, donc le fonctionnement de l'INRA, c'est le conflit d'intérêts, c'est son fonctionnement. Voilà, il ne travaille que pour des lobbies privés, qui sont évidemment Bigard, Nestlé, Lactalis, évidemment la FNSEA. Donc dans la salle sont présentes donc, des activistes avec qui on a tenté de dire ce que je dis ce soir sous une forme d'action directe pour visibiliser leur rôle dans le système esclavagiste. Voilà, c'est eux qui orchestrent l'eugénisme d'État, c'est l'INRA. Donc avec ce slogan, INRA, robinet du sang des abattoirs. Et donc on va passer un petit clip qui donne à voir et la propagande et la réalité grâce au montage de Teddy présent dans la salle. Je
suis Didier Boichard, je suis directeur de recherche en génétique animale sur le centre de recherche de Joué-en-Josas et j'anime l'équipe de génétique et génomique bovine de l'unité Gabi, génétique animale et biologie intégrative. Je suis à l'INRA depuis 1982. Qu'est-ce que la sélection génomique? C'est une sélection dans laquelle les reproducteurs sont évalués à partir de marqueurs couvrant l'intégralité de leur génome. Donc c'est une sélection qui a pu être mise en place à partir du moment où on a pu développer du génotypage à très haut débit. J'ai été recruté à l'INRA en 2008 après avoir fait une thèse de génétique humaine, particulièrement sur la détection de QTL, à savoir l'identification des régions qui codent pour des caractéristiques physiologiques ou morphologiques. Et grâce à cette stratégie, nous avons réussi à fournir une évaluation génétique et génomique des bovins fiable et efficace. La sélection génomique permet d'envisager des objectifs de sélection pour améliorer la durabilité de l'élevage bovin, en particulier avec des animaux en meilleure santé. Si on pouvait multiplier ce genre de production militante, ça serait super pour montrer la propagande et le réel en face. Alors, on avait fait un autre film concernant la multinationale privée qui est le premier partenaire de l'INRA qui s'appelle Alice. Alice, retenez bien ce nom, A2LICE. Et on avait dans le même état d'esprit du montage de Teddy, on avait fait un autre montage qui concernait Alice, donc cette boîte de sélection génétique, et elle a été par contre censurée par Alice elle-même. Quand on arrive à produire ce genre d'outils militants, n'hésitons pas à les booster, à les diffuser, parce que le principal problème dans la lutte, c'est la censure. C'est pas le secret entre militants, c'est la censure. Et donc j'aurais bien voulu vous la montrer ce soir, mais voilà. Ils l'ont supprimée. Donc les responsables, l'INRA, en ce qui concerne la France, mais l'INRA a aussi une fonction à l'international. Donc de toute façon, on a encore une mission là, en France, qui est colossale de ce côté-là. Ils sont très discrets, mais donc l'INRA, c'est l'État. Donc l'INRA, c'est l'État. Donc notre adversaire, c'est bien l'État. Et le grand groupe qui réunit tout ce qui concerne la génétique animale, tout ce dont je viens de parler, c'est un groupe qui s'appelle Évolution. Évolution est aux animaux ce que Monsanto est aux plantes. Évolution, c'est la première multinationale française, la 7e au monde. Et à Rennes, tous les ans, il y a un sommet de l'élevage qui n'est pas celui de Clermont-Ferrand, mais où il y a donc la Chine, l'Argentine, les États-Unis, tout le monde entier est là. Et c'est là où ils font la promotion et le commerce des semences, des dernières technologies pour cette abomination. Donc il faut absolument qu'on soit plus nombreux à s'instruire sur eux et à voir qui sont les PDG, leurs noms, leurs adresses, quels sont les liens avec Bruxelles, évidemment, etc. Il y a un immense travail d'enquête et de visibilisation à faire et à comprendre. Donc toutes les multinationales du génotypage du sexage sont les responsables, les entreprises du low cost, évidemment, du lait, des œufs, de la viande, tous les éleveurs, évidemment, les inséminateurs, les sexeurs. Il faudrait également que des animalistes se penchent sur le dossier de la géopolitique du crime nataliste, de la viande clonée de Rungis, à la circulation des semences dans le monde et aux déportations mondialisées. Donc voilà, il faudrait aussi comprendre comment tout ça fonctionne au niveau planétaire. Bien dire haut et fort qu'éleveur n'est pas un métier, ne doit pas s'inscrire dans le champ des métiers, mais que c'est un crime, que l'élevage est un permagénocide, que la zoophagie n'est pas un choix personnel, c'est un crime collectif, que l'Holocauste est en cours, bien sûr, et que nous ne nous battons pas pour la nature, mais que nous sommes la nature qui se défend, puisque tout ça a des conséquences sur notre maison à tous, humain-animal et zoonimaux. Pour 3 millions d'assassinats par jour en France, il y a encore plus de naissances dans les poubelles de l'industrie des camps. Il y a du racisme dans le spécisme. Le génotypage sélectionne des races pour ses critères humanistes, exactement selon la même logique
que les pratiques eugénistes du début du siècle et sa quête de la race pure. Ce qui remplace la race pure, c'est l'espèce productive. L'Allemagne nazie a pratiqué l'eugénisme par stérilisation forcée pour finalement opter pour un programme de solution finale. La extermination animale cumule les stérilisations forcées et les solutions finales ne finissent jamais et agit sur l'hérédité d'une race en la mutantisant dans une quête où la machine serait le pur animal convoité. Le modèle des premières usines sont les abattoirs de Chicago en 1846. Les animaux produits arrivaient entiers et vivants pour ne ressortir que morts. Seuls leurs corps, réifiés et morcelés en viande, devenaient des objets de marchandises. L'élevage n'existe que par des séries de ruptures de liens affectifs. Il faut bien comprendre ça. C'est le sexage et le désenfantement qui sont les pratiques centrales de la production animale. La production pour l'humain animal consiste à détruire les liens des zoonimaux. L'élevage est un zoocide qui se régénère dans le crime. C'est un permagénocide qui tue en tuant de façon méthodique, industrielle et planétaire. N'holocauste, n'extermination, n'exploitation, n'esclave de chair. Un crime de civilisation par la disparition définitive d'espèces robustes. Souvent on nous dit l'inverse, On nous dit l'inverse, que c'est grâce à l'élevage que les espèces perdurent. C'est faux, c'est exactement l'inverse. C'est eux qui font disparaître les races et les espèces. Généralement, tout est inversion dans ces histoires-là. Pourquoi est-ce que c'est important de pointer sur cet aspect de la persécution animale? C'est parce que techniquement, c'est bien plus facile d'aller saboter des laboratoires de semences sexées, de les détruire, que d'arriver avec un tractopelle pour libérer les victimes polytraumatisées des abattoirs. Donc, techniquement, on a un boulevard, on a un chantier de lutte fantastique pour l'action directe, pour empêcher les naissances d'advenir. Qu'est-ce que ça nous rappelle, toutes ces pratiques-là? Bien sûr, c'est que l'individu est oublié dans l'espèce. N'est envisagé conceptuellement dans l'élevage que les espèces. Donc il y a une nécessité de nommer ces crimes-là pour pouvoir les penser, pour pouvoir les combattre. Le chantier linguistique est ouvert. Allons-y. L'élevage, c'est un supra-crime. L'expression du plus grand totalitarisme de tous les temps, dont la paix humaine tue plus que la guerre humaine. L'humanisme androcentré capitaliste est le système à abolir. La génocriminalité est la première étape du système exterminateur qui fait naître pour tuer. La génocriminalité est la pratique perpétuelle du holocauste actuel. Aux stérilisations forcées du régime nazi répondent les gestations forcées d'une esclave d'engraissement. D'une chambre à gaz à l'autre, seul change l'espèce animale, seul augmente les milliards de victimes dans un beuglement exponentiel de mise à mort. Les camps de la mort n'ont jamais fermé, les naissances de victimes en sont le plan spéciste. La solution finale se pratique chaque jour pour ne jamais s'arrêter. Oui, l'animal humain est bien ce que les nazis étaient aux juifs. Himmler et les crimes eugénistes furent bien appris déjà dans les élevages. L'histoire se poursuit, abominablement. Effroi invisible, horreur perpétuelle, impensé exécuté, holocauste, naissance pour décès, le plan spéciste, la mise à mort précède la conception. Ils sont égorgés avant d'exister. Elles sont violées avant d'être assassinées. Elles sont assassinées avant d'être violées. Le système de l'exploitation repose sur un interventionnisme humain total. Ce système qui paraît naturel s'effondrera en 2 jours si nous le décidons. La domination humaine et son idéologie spéciste peuvent s'écrouler dès lors que nous attaquerons frontalement ces rouages matériels qui le font exister. Le capitalisme patriarcal, avec le génocide industriel appelé élevage, parvient à créer un marché sur la pratique totalitaire la plus ultime, le pire de la morale. Il a converti la population humaine au cannibalisme de nos alter-ego animaux. En abolissant l'élevage, nous éteindrons une guerre dont l'État programme l'hécatombe perpétuelle. À la seconde où l'État cessera d'intervenir pour faire naître le meurtre, cesseront d'exister des enfants viande. Nos vies ne valent rien si la leur ne vaut rien. Tant qu'un animal sera esclave, nous serons tous esclaves. Il faut abolir l'élevage car l'animal est une personne et qu'une personne ne saurait être une propriété. Sortons des économies totalitaires qui mécanisent les vivants pour créer le meurtre par agonie à la chaîne. Producteurs de douleurs industrielles, les animaux sont des robots de chair. L'élevage consiste à produire des personnes en ayant transformé leurs gènes pour qu'elles s'adaptent aux machines d'exploitation et de mise à mort. L'élevage consiste à multiplier par milliards les individus suppliciés et persécutés. Nous devons nous mettre au travail
commencé à lutter pour de vrai et démanteler les industries de l'élevage. Et là, je voudrais faire une petite analyse sur le monde, sur l'état des lieux animalistes actuels, sur l'histoire des prorata. La magnifique lutte contre la corrida a lieu, mais si on regarde ce qu'il en est pour les victimes, rappelons que 99% des animaux assassinés, 99, le sont pour la bouche. Donc toutes les autres tortures, toutes les autres abominations que sont la corrida, le cirque, la vivisection, etc., sont hélas, des épiphénomènes. Et au niveau du prorata des militants, on est loin du compte. Il y a, je ne sais pas s'il n'y a pas plus de militants pour la corrida qu'il y en a pour l'élevage. Pour rééquilibrer ça. Tant qu'on les mange, on leur fera tout le reste. Donc, on avait fait une action au salon de l'agriculture où on était intervenu sur le ring quand ils font défiler les vaches esclaves, là, pour crier élevage, esclavage. Donc, avec Joël Cessio, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Et donc, évidemment, l'action avait été pensée parce qu'elle était politiquement juste, éthiquement juste. Mais dans les sous-objectifs, en tout cas moi, tel que j'avais imaginé la pertinence de l'action, c'était aussi pour que ce visuel-là, à savoir des humains qui résistent, qui ressemblent à une arène, un enclos où il y avait une vache présente, qu'on fasse le lien avec la corrida. Le visuel était assez similaire. Et en fait, voilà, pour essayer de faire venir aussi les militants à la lutte contre l'élevage, eh bien, dans le réel, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Alors, c'est pas un drame du tout, mais je voulais quand même en parler parce que c'est assez emblématique de là où on est la lutte. Eh bien, c'est Joël Cessio qui a été, qui suite à cette action-là, est intervenu dans les arènes. Ce qui est fantastique, hein, enfin, je veux dire, qui est pertinent. Mais vous voyez, en fait, c'est l'inverse qui s'est produit. En fait, c'est un visuel qui ciblait l'élevage, qui a, dans l'imaginaire, a fait que l'activiste en question agisse ensuite dans les corridas. Donc, voilà, tant mieux, hein, mais je veux dire, je pense qu'il faudrait aussi que la conscientisation animaliste s'oriente vers le pilier central, qui est l'élevage. Il est évident aussi qu'on ne peut pas lutter contre l'élevage en l'appelant comme ça. Le terme élevage a des connotations bien trop positives et ne nomme pas ce qu'il est. Déjà, si on parlait de production animale, ce serait déjà plus juste, mais le chantier de la langue est absolument fondamental. Le premier pouvoir, c'est ce pouvoir de nommer. Le lexique vaut beaucoup de discours. Donc, on ne peut pas lutter contre l'élevage en appelant ça élevage. Donc là, le chantier est ouvert, mais c'est essentiel, essentiel. C'est la novlangue des oppresseurs. Hein. Donc, dans toutes les luttes, voilà, on retrouve ça. Donc hier, il y avait une soirée sur une association végétarienne et j'ai rencontré les personnes qui travaillent, vous savez, vous allez m'aider, ceux qui mettent en lien l'État et les associations. Donc l'animaliste vient vers moi et me retranscrit il revenait de l'Assemblée nationale, ce qu'a dit un député, et le député lui a dit « Mais allons, mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces animaux ?» Et là, cette question-là de la part des députés d'État nous rend compte de la gravité de la situation, à savoir que l'État qui a créé un système clos, un circuit fermé de massacre, n'a lui-même pas saisi qu'il en était l'auteur. La haine des animaux est si puissante qu'ils pensent réguler une pagaille, grâce à l'élevage, alors qu'ils façonnent les êtres de la ratonnade industrielle. Ils n'ont pas compris que c'est eux qui créent le nombre. Mais vous vous rendez compte de la... C'est comme si un nazi était atteint de dissonance cognitive et ne comprenait pas ce qu'il est en train de faire. Ce qui serait super maintenant, c'est qu'on puisse enclencher sur un brainstorming, mettre en branle l'intelligence collective pour qui répondre à la problématique de qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'action pour empêcher ce massacre. Et si vous le voulez bien, c'est une proposition, on réfléchirait à sur le comment
en imaginant que les animaux actuellement dans les bouveries, dans les couloirs de la mort, dans les enclos, dans les cages, etc., soient des humains. Là, ce dont je vous parle, si la situation c'était ça, c'était des humains qui étaient dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on ferait? Parce que si on... c'est pas tout que de se dire antispéciste, il va falloir le devenir. Pour l'instant, aucun d'entre nous ne l'est. Puisque, évidemment, on tolère pour eux ce qu'on ne tolérerait pas actuellement pour nous-mêmes. Donc, de faire l'effort mental, d'imaginer si c'était des humains, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on imaginerait pour intervenir. Parce qu'il est important de rappeler la dimension urgente qui ne devrait jamais nous quitter. C'est compliqué d'attaquer un système catastrophique en étant dans l'actualité de la catastrophe. C'est ça, la condition animale. Et il va falloir qu'on commence à lutter. Pour l'instant, on fait semblant. À nous.